Paul Bernardo et Karla Homolka, le couple maudit du Canada. Certaines histoires nous forcent à regarder dans les abîmes les plus sombres de l'âme humaine. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse l'entendement. Un couple apparemment parfait, des crimes qui ont traumatisé tout un pays et une justice qui a échoué les victimes d'une manière qui continue de nous hanter aujourd'hui. Le début d'un cauchemar. Toronto, octobre 1987. Une salle d'un hôtel-restaurant ordinaire. Karla Homolka a 17 ans. Elle travaille comme bénévole dans un hôpital animalier. Blonde, souriante, issue d'une famille respectable de Sainte-Catharine. Une jeune femme qui semble avoir toute la vie devant elle. Paul Bernardo a 23 ans. Grand, séduisant, les cheveux blonds parfaitement coiffés. Un sourire qui charme instantanément. Un comptable qui réussit bien dans la vie. Leur rencontre semble sortie d'un conte de fées. La chimie entre eux est immédiate, intense, presque électrique. Les amis témoignent que le couple ne peut garder ses mains l'un de l'autre. Leurs démonstrations publiques d'affection mettent souvent les autres mal à l'aise. Mais personne ne peut imaginer ce qui se cache derrière cette façade. Personne ne soupçonne la noirceur qui habite ces deux âmes, car derrière le sourire de Paul se cache un monstre. Depuis mai 1987, quelques mois avant leur rencontre, un prédateur sévit à Scarborough. Les victimes sont des jeunes femmes, des adolescentes qui rentrent seules chez elles. Le violeur de Scarborough frappe sans pitié. Il attaque, il humilie, il détruit des vies. Au moins 13 femmes subiront ses assauts, peut-être 24 au total. Les autorités cherchent désespérément cet homme. Un portrait robot circule. Il ressemble étrangement à Paul Bernardo. La police l'interroge même. Mais Paul est malin. Il parle avec assurance. Il donne même volontairement un échantillon d'ADN, un geste qui semble prouver son innocence. Les enquêteurs le laissent partir. Une erreur qui coûtera des vies. L'obscurité dévoilée. En 1989, Paul et Karla se fiancent. Leur relation prend une tournure sinistre. Paul partage avec Karla ses fantasmes les plus tordus, ses désirs de domination, ses envies de violence. Karla, étrangement, ne recule pas. Elle ne s'enfuit pas. Au contraire, elle encourage, elle participe, elle devient complice. Paul commence à taquiner Karla sur le fait qu'elle n'est pas vierge, qu'elle est une marchandise d'occasion. Karla panique à l'idée de le perdre. Elle lui fait alors une proposition monstrueuse, un cadeau qui dépassera l'imagination la plus sombre, le cadeau le plus horrible qu'on puisse concevoir. 23 décembre 1990, la famille Homolka prépare Noël. Les parents et la sœur cadette Laurie dorment à l'étage. Tammy Homolka, 15 ans, est dans le salon avec sa grande sœur et Paul, la benjamine de la famille. Innocente et confiante, elle ne se doute de rien. Karla et Paul droguent la jeune fille, des sédatifs dans sa boisson, de l'allotane, un anesthésique volé à l'hôpital animalier où travaille Karla. Tammy perd conscience. Ce qui suit est trop horrible à décrire en détail. Paul viole Tammy pendant que Karla filme. Karla participe activement à l'agression de sa propre sœur. Puis quelque chose tourne mal. Tammy vomit dans son inconscience. Elle cesse de respirer. La panique s'installe. Paul et Karla tentent de camoufler la scène. Ils habillent Tammy. Ils nettoient frénétiquement. Ils cachent la cassette vidéo. Ils appellent le 911. L'ambulance arrive. Il est trop tard. Tammy Homolka est déclarée morte à l'hôpital général de Sainte-Catharine au petit matin du 24 décembre, la veille de Noël. Les policiers remarquent une étrange brûlure sur le visage de Tammy. Paul explique que c'est une brûlure de tapis, qu'il l'a traînée jusqu'à la chambre. Les autorités acceptent cette explication. Aucune enquête criminelle n'est ouverte. La mort est classée comme accidentelle. Une tragédie pendant les fêtes, rien de plus. Paul et Karla peuvent continuer leur vie, comme si de rien n'était. Le mariage du mal. 1er février 1991. Paul et Karla emménagent dans un bungalow à Port Dalhousie, Ontario. Un quartier tranquille. Une maison qui semble ordinaire, mais qui deviendra le théâtre d'horreurs inimaginables. 29 juin 1991,
Paul et Carla se marient à Niagara-on-the-Lake, une cérémonie fastueuse, des photos parfaites, le couple parfait, Ken et Barbie, comme on les surnommera plus tard, beaux, blonds, souriants, l'incarnation du rêve américain. Mais ce même jour, des pêcheurs font une découverte macabre au lac Gibson. Des blocs de béton flottent à la surface. À l'intérieur, des membres humains, des bras, des jambes, des pieds, une tête. Le lendemain, un torse est retrouvé. Les restes appartiennent à Leslie Mahaffey, 14 ans, de Burlington, Ontario, disparue le 15 juin. Pendant que Paul et Carla sont en lune de miel à Hawaï, les enquêteurs tentent de résoudre le meurtre. Ils ignorent que le tueur vient de se marier. Ils ignorent le lien avec le violeur de Scarborough. Ils ignorent que la mort de Tammy Homolka n'était pas un accident. Les pièces du puzzle sont toutes là, mais personne ne les assemble. Leslie Mahaffey était une adolescente comme les autres. Elle avait été enfermée dehors par ses parents après avoir raté son couvre-feu. Elle tentait de rentrer chez elle. Paul l'a kidnappée. Il l'a amenée dans sa maison. Pendant 2 jours, Leslie a enduré l'enfer, violée à répétition, filmée, torturée. Carla était là. Elle participait. Elle aidait Paul. Elle maintenait la jeune fille. Puis Paul a étranglé Leslie. Ils ont découpé son corps. Ils l'ont coulé dans du béton. Ils ont jeté les blocs dans le lac et ils sont partis en lune de miel. Comme si tout était normal. L'horreur continue. Avril 1992, presque un an après le meurtre de Leslie, le couple recommence. Kristen French, 15 ans, rentre de l'école. C'est une jeune fille brillante, aimée de tous, pleine de vie. Elle a toute la vie devant elle. Paul et Carla la repèrent. Ils l'approchent avec une carte. Ils demandent leur chemin, une ruse classique. Kristen, gentille et serviable, s'approche pour les aider. Paul la force dans la voiture. Carla conduit. Kristen est emmenée dans la maison de l'horreur. Pendant plusieurs jours, elle subit le même calvaire que Leslie. Les viols, les humiliations, les tortures. Le tout filmé méticuleusement. Paul prend plaisir à enregistrer chaque instant. Carla aussi. Elle ne se contente pas d'aider. Elle participe activement aux agressions. Elle viole elle-même Kristen. Puis, comme Leslie avant elle, Kristen est tuée. Son corps est abandonné dans un fossé. Le 30 avril 1992, des promeneurs découvrent le cadavre. L'Ontario est sous le choc. 2 adolescentes tuées. Un tueur en série sévit. Les médias parlent des meurtres d'écolières. La peur s'installe dans la région. Les parents ne laissent plus leurs filles sortir seules. Les écoles renforcent la sécurité. Mais le tueur est introuvable. En juillet 1992, une reconstitution de l'enlèvement de Kristen French est diffusée à la télévision. Des milliers de tuyaux affluent, mais aucune piste solide. Paul Bernardo est même interrogé une nouvelle fois. Un informateur a mentionné qu'il avait des penchants pour la violence et le sexe agressif. Mais encore une fois, il est écarté. Les enquêteurs passent à côté de leur homme. La chute. 6 janvier 1993. Carla Homolka est admise à l'hôpital général de Sainte-Catharine. Elle est couverte de bleu, des blessures graves. Paul l'a battue violemment avec une lampe torche. La relation toxique explose enfin. Carla quitte Paul. Elle va vivre avec sa famille. Et là, elle parle. Elle révèle tout. Les viols, les meurtres, le rôle de Paul. Mais elle se présente comme une victime, une femme battue, contrainte d'obéir par peur. La police est enfin alertée. Pendant ce temps, les tests ADN effectués sur Paul en 1990 sont finalement analysés, 26 mois après leur prélèvement. Le résultat est positif. Paul Bernardo est le violeur de Scarborough. Tout se met en place. Paul est arrêté en février 1993. Lors de l'interrogatoire, il nie avoir tué qui que ce soit. Il admet les agressions sexuelles, mais pas les meurtres. Il accuse Carla. De son côté, Carla collabore avec les autorités. Elle accepte de témoigner contre Paul. En échange, elle obtient un accord. Un accord qui fera scandale, le fameux pacte avec le diable. Carla plaide coupable d'homicide involontaire coupable. 12 ans de prison. C'est tout pour son rôle dans la mort de 3 jeunes filles, dont sa propre sœur. Les procureurs pensent avoir fait une bonne affaire. Ils obtiennent le témoignage clé contre Paul.
Mais ils ignorent quelque chose de crucial, les cassettes vidéo. Paul les a cachées dans une maison. Son avocat les retrouve plus tard. Sur ces vidéos, tout est révélé. Carla ne se contente pas d'obéir. Elle participe activement, elle viole, elle torture, elle prend du plaisir à ses actes. Elle n'est pas une victime terrifiée, elle est une complice enthousiaste. Mais c'est trop tard. L'accord a été signé le 6 juillet 1993. Carla est déjà condamnée. Le système judiciaire ne peut revenir en arrière. Le procès et la condamnation. Le procès de Paul Bernardo commence. Les cassettes vidéo sont présentées comme preuve. Le contenu est si horrible que des membres du jury sont traumatisés. Certains auront besoin d'un suivi psychologique. Les images montrent l'ampleur de la dépravation du couple. Les jurés voient Tammy, Leslie et Kristen. Ils voient leur terreur, leur souffrance. Ils voient Paul et Carla ensemble. Deux monstres à l'œuvre. Paul Bernardo est reconnu coupable. 2 meurtres au premier degré. Homicide involontaire pour la mort de Tammy Homolka. Plusieurs agressions sexuelles. Enlèvement. Séquestration. Plus de 50 chefs d'accusation au total. Il est condamné à la prison à vie. Sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il est déclaré délinquant dangereux. Une désignation rare, réservée aux criminels les plus brutaux du Canada. Cela signifie qu'il ne sortira probablement jamais. Carla Homolka purge sa peine, 12 ans seulement. Le public canadien est outré. Les familles des victimes sont dévastées. Comment une personne aussi impliquée peut-elle s'en tirer avec une peine si légère? Comment la justice peut-elle échouer à ce point? Les manifestations éclatent, des pétitions circulent. Certains réclament même le rétablissement de la peine de mort au Canada. Mais rien n'y fait. L'accord est signé. Carla doit être libérée après avoir purgé sa peine. La libération controversée. 4 juillet 2005. Carla Homolka sort de prison. Elle a 35 ans. Elle a purgé ses 12 années. La nouvelle crée une onde de choc. Les familles des victimes sont atterrées. Le public est en colère. Comment peut-elle être libre? Comment peut-elle marcher parmi nous? À peine 2 heures après sa sortie, Carla donne une interview à Radio-Canada. « Souvent je pleure, dit-elle. Je n'arrive pas à me pardonner. Je pense à ce que j'ai fait, puis je pense que je ne mérite pas d'être heureuse à cause de ça. » Elle explique vouloir refaire sa vie au Québec, dans une région francophone. Elle se dit injustement traitée par les médias anglophones. La Libération relance le débat sur la justice au Canada, sur les accords de plaidoyer, sur le traitement des complices. Un juge du Québec refuse de restreindre la couverture médiatique de sa vie post-prison. Elle est considérée comme représentant toujours un risque pour le public. Carla tente de disparaître. Elle change de nom. Elle devient Léane Thiel, puis Léane Bordelais. En 2007, elle épouse Thierry Bordelais, le frère de son avocate de l'époque des procès. Ils ont 3 enfants ensemble. Le couple s'installe en Guadeloupe, loin du Canada, loin des regards, loin de son passé. En mai 2012, une journaliste, Paula Todd, la retrouve. Elle vit dans une région reculée de la Guadeloupe. Elle élève ses enfants. Elle mène une vie apparemment normale. Carla revient au Québec. Elle achète une maison à Châteauguay. Ses enfants sont scolarisés là-bas. En 2016, un journaliste de la presse la repère. Son mari est confronté. Il est furieux. Il dit que quiconque a un problème avec sa femme devrait parler à un avocat. Carla vit désormais libre. Sous un nom d'emprunt. Elle a eu 3 enfants qui ne connaissent probablement pas son passé. Elle fait ses courses. Elle va aux réunions de parents. Elle vit la vie d'une mère de famille ordinaire. Une réalité qui glace le sang de beaucoup de Canadiens. En 2019, des médias rapportent qu'elle habite à Salaberry de Valleyfield. Elle ne vivrait plus avec Thierry Bordelais. Elle serait avec le propriétaire de son immeuble. Aucune trace de ses enfants n'a été observée à ce moment. Paul Bernardo. Derrière les barreaux. Paul Bernardo, lui, reste en prison. Il a passé la majorité de ses 27 années d'incarcération en isolement. Il était détenu au pénitencier de Kingston jusqu'en 2013, puis à Millhaven, une prison de sécurité maximale en Ontario. En mai 2023, une nouvelle fait scandale.
Paul Bernardo est transféré dans une prison de sécurité moyenne, la Macasa au Québec, à 200 km au nord-ouest de Montréal. Le transfert provoque l'indignation. Les familles des victimes n'ont pas été prévenues. Elles découvrent la nouvelle par les médias. Comment un délinquant dangereux peut-il être transféré en sécurité moyenne? Comment les familles peuvent-elles ne pas être informées? Une enquête est lancée. Service correctionnel Canada conclut que toutes les procédures ont été suivies, mais reconnaît que les familles auraient dû être mieux informées. Paul Bernardo devient éligible à la libération conditionnelle. Tous les 2 ans, il peut faire une demande. En 2018, sa première demande est refusée. En 2021, sa deuxième demande est refusée. Le Conseil de libération conditionnelle lui dit que sa compréhension et sa perspicacité restent limitées, qu'il continue d'adopter des comportements contre-productifs, qu'il n'a pas démontré que le risque de récidive peut être géré dans la communauté. Novembre 2024. La troisième demande de libération conditionnelle de Paul Bernardo. Les familles French et Mahaffey se préparent, mais un nouveau scandale éclate. Le Conseil de libération conditionnelle leur refuse d'abord le droit d'assister en personne à l'audience. Pour des raisons de sécurité, disent-ils. Tim Danson, l'avocat des familles, proteste vigoureusement. Les familles ont pu assister en personne en 2018. Pourquoi pas maintenant? Après une vague de protestations publiques, le Conseil fait marche arrière. Les familles pourront finalement assister. 26 novembre 2024. L'audience a lieu à la Macasa. Deborah Mahaffey, la mère de Leslie, lit sa déclaration de victime. La plus grande destruction de la paix, de la joie et de l'espoir dans ma vie a été et demeure Bernardo. Je reste convaincu que vous comprenez la nature sadique, manipulatrice et psychopathe du comportement de Bernardo et la menace sans fin qu'il représente pour la sécurité publique. Elle est submergée par l'émotion en évoquant les horreurs de la mort de Leslie. Ryan Mahaffey, le frère de Leslie, témoigne aussi. Il avait 7 ans quand sa sœur a été tuée. Bernardo n'a pas seulement volé mon mentor et ma meilleure amie, il m'a aussi volé mes parents. En tant qu'enfant, j'ai perdu l'une des plus grandes parties de mon monde, et à cause du chagrin de ma mère et de mon père, je les ai perdus eux aussi. Sa déclaration bouleversante provoque une pause dans l'audience. La famille French témoigne aussi par vidéoconférence. Donna French, la mère de Kristen, ne peut être présente en personne à cause du chaos de dernière minute. Paul Bernardo parle pendant plus de 2 heures. Il dit avoir été abandonné et négligé par ses parents. Il dit avoir adopté une position de victime. Il dit que sa mère a été agressée sexuellement et qu'il voulait rendre la pareille au monde. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je voulais me venger. Le Conseil lui demande comment agresser et tuer des femmes équivaut à se venger pour l'agression de sa mère. Il n'a pas de réponse convaincante. Le Conseil délibère pendant environ 30 minutes. La décision tombe. Refus. Paul Bernardo reste en prison. Liberté conditionnelle de jour refusée. Liberté conditionnelle complète refusée. Absence temporaire refusée. Bien que vous ayez fait des progrès, nous accordons toujours beaucoup de poids aux évaluations cliniques. Beaucoup de poids à la gravité de votre comportement criminel. Le Conseil note son risque de récidive sexuelle, sa personnalité narcissique, la nature extrêmement violente et sérielle de ses crimes, sa désignation comme délinquant dangereux. Paul Bernardo remercie le Conseil. Il quitte la salle d'audience en traînant les pieds. Il a maintenant 60 ans. Il restera probablement en prison jusqu'à sa mort. L'héritage de l'horreur. L'histoire de Paul Bernardo et Karla Homolka a changé le Canada. Elle a exposé les failles du système judiciaire. Elle a montré comment des accords de plaidoyer peuvent mal tourner. Elle a révélé que le mal peut porter un visage ordinaire. Beau même, Tammy Homolka avait 15 ans, Leslie Mahaffey avait 14 ans, Kristen French avait 15 ans, 3 vies volées, 3 familles détruites, des dizaines d'autres femmes violées et traumatisées. Les parents de ces jeunes filles vivent avec cette douleur chaque jour. Deborah Mahaffey ne peut utiliser une scie électrique ou mélanger du béton sans penser à ce que Bernardo a fait à sa fille. Ryan Mahaffey et sa famille ont dû agoniser sur le prénom à donner à leurs enfants. Ils voulaient honorer Leslie, mais ne pouvaient pas utiliser son nom, par peur de ce que leurs enfants trouveraient en le cherchant sur Google. Donna French vit avec l'absence de sa fille depuis plus de 30 ans.
Ces familles doivent revivre leur cauchemar tous les 2 ans, à chaque demande de libération conditionnelle de Bernardo. Elles doivent se préparer, témoigner, se battre pour que le monstre reste en cage. Et Karla Homolka, elle vit libre. Elle a changé de nom, elle a une nouvelle vie, de nouveaux enfants, une nouvelle identité. La question qui hante le Canada depuis 2005, est-ce juste? Une femme qui a violé, torturé et tué 3 jeunes filles, dont sa propre sœur. Une femme qui a filmé ces horreurs. Une femme qui a participé activement. 12 ans de prison, puis la liberté. Le système l'a-t-il laissé tomber? Ou a-t-il fait ce qu'il devait faire en honorant un accord légal? Ce débat continue encore aujourd'hui. Les documentaires se multiplient. En 2021, Ken and Barbie Killers, The Lost Murder Tapes sur Apple TV. En 2025, une nouvelle saison de FBI True sur Paramount Plus explore l'affaire. Le film Karla avec Laura Prepon en 2006. L'histoire fascine autant qu'elle horrifie. Elle pose des questions sur la nature du mal, sur la complicité, sur la justice, sur le pardon. Elle nous rappelle que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils ressemblent à Ken et Barbie. Parfois, ils sourient sur les photos de mariage. Parfois, ils vivent dans le bungalow d'à côté. L'affaire Bernardo Homolka reste l'une des plus sombres de l'histoire criminelle canadienne. Un rappel que le mal existe, qu'il peut se cacher derrière les visages les plus ordinaires, et que la justice, aussi imparfaite soit-elle, est notre seule protection. En janvier 2026, aujourd'hui, Paul Bernardo a 60 ans. Il est toujours détenu à la Macasa. Sa prochaine audience de libération conditionnelle aura lieu dans 2 ans. Les familles se préparent déjà. Elles continueront de se battre. Elles continueront de s'assurer que leur voix soit entendue. Elles ne laisseront jamais le monde oublier Tammy, Leslie et Kristen. Karla Homolka vit quelque part au Québec, sous un nom d'emprunt. Elle a maintenant 54 ans. Elle mène une vie discrète, loin des projecteurs, mais jamais totalement à l'abri. Chaque fois qu'un documentaire sort, les gens se souviennent. Chaque fois que Bernardo demande sa libération, son nom ressurgit. Elle ne peut jamais vraiment échapper à son passé, même sous un nouveau nom, même avec une nouvelle vie. Le sang de 3 jeunes filles la suit partout. L'histoire de Paul Bernardo et Karla Homolka n'est pas terminée. Tant que Bernardo vivra, il demandera sa libération. Tant qu'il demandera sa libération, les familles devront revivre leur douleur. C'est un cycle sans fin de traumatisme et de justice. Un rappel que certains crimes sont si horribles qu'ils ne peuvent jamais vraiment être expiés, que certaines blessures ne guériront jamais, que certaines histoires continueront de nous hanter, génération après génération, parce qu'elles nous rappellent à quel point l'humanité peut descendre bas et à quel point nous devons rester vigilants pour protéger les innocents, pour ne jamais oublier les victimes, pour nous assurer que la justice, même imparfaite, continue de servir ceux qui n'ont plus de voix. Cette histoire vous a touché? Elle vous a fait réfléchir sur la nature du mal et les limites de la justice? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde continuent de se poser ces mêmes questions. Cette chaîne existe pour explorer ces histoires difficiles, pour ne jamais oublier les victimes, pour comprendre comment de telles horreurs peuvent se produire, et pour s'assurer que la mémoire de Tammy Homolka, Leslie Mahaffey et Kristen French ne soit jamais oubliée. Si vous voulez continuer ce voyage avec nous, si vous voulez explorer d'autres histoires vraies qui ont marqué l'histoire criminelle, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification, parce que chaque vue, chaque abonnement, chaque notification activée nous donne la force de continuer, la force de raconter ces histoires qui doivent être racontées, la force de donner une voix à ceux qui n'en ont plus. Ensemble, nous pouvons nous assurer que ces victimes ne soient jamais oubliées, que leur histoire continue d'être racontée, que leur mémoire vive. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez cette communauté qui refuse d'oublier. Merci de votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle histoire.